Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes lundi 15 mai 2023, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Donc voici le sommaire. Le déploiement en Somalie conditionné par l'approbation des sommes d'argent qui n'ont pas perçu. Les militaires se trouvant à Moudoubougou se voient exiger de signer des documents des sommes qu'ils n'ont pas eu. Cas d'assassinat la nuit dernière dans les deux capitales du pays. Un homme a été poignardé par son épouse à Kamengui et un prisonnier de Gitega battu à mort. Les détails, c'est tout à l'heure. Et enfin, un détenu pas comme les autres, Gérard Ndaïsenga, cadre du SNR, arrêté pour torture à mort, semble avoir retrouvé sa liberté, placé dans un établissement sanitaire, soi-disant pour des soins, et circule comme il veut et sans escorte. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un détenu de la prison centrale de Gitega est mort la nuit dernière suite au coup de bâton lui infligé par un des responsables de la sécurité dans cette prison. Ce lundi, des prisonniers ont exigé que les responsables du meurtre soient sanctionnés. Le point avec Dani Claire, il la trouve. Le prisonnier battu à mort s'appelle Ngendakumana. Les informations recueillies dans cette maison de détention font savoir qu'il a été battu par un des agents de la sécurité dans cette prison, le détenu surnommé Kanani, pour avoir pissé dans un endroit inapproprié. Ce lundi, les prisonniers de la prison centrale de Gitega ont refusé la poursuite des activités de réhabilitation de la prison, exigeant une sanction des responsables de la prison. Le gouverneur de la province Gitega, le procureur près la cour d'appel de Gitega, se sont rendus à la prison pour s'acquérir de la situation. Tous les prisonniers qui ont été tabassés ont été entendus. Mais jusqu'à 16 heures de ce lundi, les autorités n'avaient pas encore communiqué la décision prise. Les informations provenant de cette prison centrale de Gitega précisent que 6 prisonniers chargés de la sécurité de cette prison, dont le surnommé Kanani, ont été déplacés. Il n'était pas ce lundi dans cette prison de Gitega. Et merci Dani Claire, il a trouvé un homme a été tué par sa femme qui l'a poignardé cette même nuit dernière au quartier Mirango 2 de la zone Kamenge, commune Nahangwa, c'est en mairie de Bujumbura. Nos sources dans cette zone urbaine indiquent que les mésententes conjugales seraient à l'origine de ce crime. Éloge divin Remesha. Ce crime a été commis à la 13e avenue du quartier Milango 2 de la zone Kamenge. Une femme a tué son mari à l'aide d'un couteau qu'elle a enfoncé dans sa poitrine. Selon nos sources de ce quartier, le défunt, chef de ménage, est rentré hier et sa femme n'était pas à la maison. Il s'est renseigné et a appris que son épouse était au bar dit Royal, se trouvant sur la 8e avenue de la même zone Kamenge. Une information qui ne l'a pas plu, précise toujours nos sources. Le mari le lui avait interdit, ce qui aurait déclenché une bagarre à l'arrivée de la femme, comme le raconte cet habitant de Milango 2. La femme est rentrée du bar du Royal où elle avait consommé des boissons alcoolisées. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle y a trouvé son mari. Ils se sont chamaillés car le mari lui avait interdit de sortir pour aller prendre des boissons alcoolisées. Dans la dispute, le mari a battu sa femme. Cette dernière a pris le couteau de la cuisine et elle l'a percé au niveau de la poitrine. Le mari a crié au secours. La femme a directement pris fuite après le forfait. La femme a été appréhendée la même nuit de ce dimanche et a été dans un premier temps détenue au cachot de la position policière située à l'endroit communément appelé Kubafaransa avant d'être transférée au cachot de la zone Kamenge. Les voisins de cette famille révèlent que ce couple ne vivait pas en harmonie. Le corps du défunt a été conduit à la morgue de l'hôpital militaire de Kamenge. Le couple avait un enfant. Merci Eloge Divin Remesha. Et au cours de cette semaine écoulée, la rédaction de la RPA a pu répertorier 6 cas d'assassinat. Ces assassinats ont été commis dans 5 différentes provinces. Parmi les victimes, 2 enfants. Elvis Niomongele. Parmi ces cas d'assassinat répertoriés par la RPA, 2 ont été commis la nuit de ce dimanche dans la zone urbaine de Kamenge, au quartier Mirango 2,
Un homme prénommé Lionel, qui était chauffeur, a été tué, poignardé par son épouse. Celui-ci a été appréhendé cette même nuit. La deuxième personne tuée la nuit dernière est un prisonnier du nom d'Ongendakumana. Il a été battu à mort par un prisonnier chargé de la sécurité à la prison centrale de Gitega. À l'origine, le défait se serait soulagé là où il ne fallait pas. Mercredi dernier, un habitant de la colline Gihororo, commune Gatare de la province Kayanza, Dinodo Fidele Uchumi, surnommé Ninja, a assassiné ses deux enfants. Les informations en provenance de la localité disent qu'il les a tués alors que son épouse avait déjà pris fuite, laissant les enfants à la maison après des querelles qu'elle avait eues ce jour-là avec son mari. Uchumi Fidele a été déjà condamné par la justice. Les deux victimes qui restent ont été tuées tous lundi dernier. Henri Manisha, un officier de la police à retraite, a été tué suite à des coups sur la tête alors qu'il rentrait chez lui au quartier Kigwate du chef-lieu de la province Changuzo. Le présumé auteur du crime et son fils illégitime. Ce dernier a été appréhendé par la police. La sixième et dernière victime est de la province de Bururi, une femme appelée Fabiola Ngabirano de la colline Zouya, commune Mugamba. Elle a été assassinée par son mari par coup de machette. Son mari est détenu. C'est toujours le journal de la RPA. Le responsable des renseignements au sein du parti CNDD-FDD, branche de la province Luigi, est porté disparu depuis 5 jours. Il a été arrêté à Gitega par des agents du service national des renseignements burundais, quelques jours seulement après son retour d'exil. Josiane Modaneza. Cet Imbonila Koulé porté disparu s'appelle Haruna Mustafa. Il a été arrêté par les agents du service national des renseignements jeudi dernier dans un hôtel dénommé Villa Dubaï, situé en province d'Itega. Selon nos sources, ce dernier a par après été embarqué manu militari à bord d'un véhicule de type Hilux de couleur blanche, immatriculé EA 0507. Les mêmes sources font également savoir que certains de ces agents étaient en tenue civile, d'autres en tenue policière. Et nos sources de préciser que ce véhicule appartiendrait à un certain Eliezer, patron de la documentation en province Luigi, province dont d'ailleurs Haruna est originaire, plus précisément sur la colline Murehe. Les mésententes entre lui et le nommé Gérard Barotwanayo, responsable du parti CNDD-FDD en province Luigi, seraient à l'origine de cette disparition. Des conflits survenus après que l'Imbonila Koulé Haruna, en même temps responsable des renseignements au sein du parti CNDD-FDD à Luigi, se soit opposé à l'enlèvement d'un citoyen de la place nommé Juma. Depuis, il n'a jamais cessé d'être persécuté par le patron de ce parti de l'Aigle à Luigi, qui n'aurait pas digéré cet affront. Les informations en possession de la RPA font savoir que Haruna Mustafa a d'abord été renvoyé de son travail sur ordre de cette autorité avant d'être détenu à la prison centrale de Gitega où il passera une année. Blanchi, il a toujours continué à recevoir des menaces d'intimidation de la part de ce responsable provincial du parti de l'Aigle, et 3 mois après être sorti de prison, il a fui le pays pour la Zambie. Cela s'est passé en septembre 2022. Dans ce pays d'exil, il y passera quelques mois et retournera au pays au mois d'avril dernier, et même rapatrié. Il est resté dans le collimateur de Gérard Barotwanayo, qui disait vouloir en finir une fois pour toutes avec cet Imbonila Koulé qu'il qualifiait de traître, juste pour avoir pris comme épouse une femme de l'ethnie Tutsi à qui il confierait soi-disant les secrets du parti. Depuis 5 jours, Haruna Mustafa est introuvable dans tous les cachots et le responsable du service national des renseignements à Luigi a même refusé de révéler son sort à sa famille, d'où cette dernière demande d'être informée sur le lieu de détention du leur et sur le motif de son arrestation. Vous saurez que pour le moment, la femme, tout comme les autres membres de la famille de Haruna, de même que certains de ses proches, vivent en clandestinité car eux aussi recherchés par les agents de renseignement. À ce propos, la rédaction de la RPA adjoint Sixte Vigny Nimuraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, pour s'enquérir de la situation, mais ce dernier nous a signifié ne pas être au courant car en mission hors du pays. Nous avons également essayé de joindre Eliezer, responsable des renseignements en province Luigi, impliqué dans ce dossier, tout comme Gérard Barotwanayo, responsable provincial du parti CNDD-FDD, mais en vain. Et les proches d'Augustin Matata, un militant du CNL qui a succombé à la torture subie dans un des cachots de la documentation en décembre 2021, réclament justice pour le leur. Le seul prévenu dans ce dossier a été sorti depuis plusieurs mois de la prison centrale d'Omimba où il était incarcéré. Suivez
un des proches d'Augustin Matata. Nous demandons la justice pour Matata. Son bourreau est connu. C'est Gérard Ndayisenga qui fut patron de la documentation dans la province de Bujumbura. Ce qui est surprenant, Gérard avait été arrêté, mais il n'a jamais comparu devant la justice et par après, nous avons appris qu'il a été libéré. Comment il a pu être libéré? Alors qu'il avait assassiné des gens. Il avait assassiné Matata. Les gens s'interrogent sur la sincérité de ce gouvernement en ce qui concerne la justice. Le président ne cesse de dire qu'il veut rétablir un état de droit, mais ça ne se limite que dans les paroles. Si ça reste ainsi, les Burundais n'ont pas de secours. Augustin Matata est mort en date du 15 décembre 2021 à la clinique Prince Louis Guagasole à cause de la torture qu'il a subie. La personne arrêtée était parmi les cadres du SNR, Gérard Ndayisenga, qui a été responsable du SNR dans différentes provinces du pays. Gérard Ndayisenga avait été arrêté le 17 décembre de la même année 2021, mais vers la fin de l'année dernière, il n'est plus à Mimba. La direction disait le transférer pour recevoir des soins adéquats à ses troubles mentaux. Depuis, il n'est pas retourné à la prison ni n'a comparu devant la justice. Pourtant, les informations dignes de foi révèlent que Gérard Ndayisenga habite à l'hôpital populaire de Kamenge, situé au quartier Milango 2 de la zone Kamenge, et appartenant à feu général Adolphe Chimilimana. Gérard Ndayisenga circule à volonté et sans garde. Il rentre dans sa chambre à l'hôpital populaire de Kamenge. Les Burundais de la diaspora de Suède, toujours en quête de compréhension de l'évolution et des enjeux de la crise burundaise. C'est dans cette optique que des Burundais de la Suède, réunis au sein de l'association Centre de la tradition burundaise, ont invité l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvira, le journaliste Bobo Rugurika et Athanase Karayenga de la fondation Bene Burundi pour débattre sur la situation en cours au Burundi. Suivez plutôt Arthur Nzeyimana, un des organisateurs de cette conférence qui aura lieu ce samedi 20 mai dans la ville de Sala. Dans le cadre de réflexion sur les voies de sortie de la crise dans notre pays, le Burundi, il est primordial de maintenir le dialogue entre différents acteurs. C'est pour cela que des Burundais vivant en Suède est réunis au sein de l'association Centre de la tradition burundaise, avons invité différentes personnalités comme l'ancien président Frédéric Bamvuginyumvira, le journaliste Bob Rugurika et Athanase Karayenga de la fondation Bene Burundi. Nous estimons que les échanges dans la conférence de ce samedi contribueront à faire comprendre aux Burundais vivant en Suède les enjeux de la crise burundaise. Nous profitons pour inviter chaleureusement nos compatriotes dans la ville de Sala. Je vous l'avais dit au début de ce journal, les militaires burundais qui se préparent pour être déployés en mission de maintien de la paix en Somalie, contraints de signer pour une somme d'argent qu'ils n'ont pas perçue. Les absents à Mudugudu, mais qui figurent sur la liste des candidats au déploiement, sont représentés par leurs frères d'armes. Ces derniers sont obligés de signer à leur place. Celui qui refuse est rayé de la liste des candidats au déploiement en Somalie. Onésime du Shimagidze. Ces militaires burundais qui se préparent pour une mission de maintien de la paix en Somalie indiquent que là où ils se trouvent à Mudugudu, ils ont été étonnés de recevoir une délégation de l'état-major général de l'armée burundaise leur intimant l'ordre de signer sur une liste attestant qu'ils ont été payés chaque mois 1 700 000 francs burundais lors d'une mission de maintien de la paix en Somalie en 2020. Un de ces militaires qui s'est confié à la RPA témoigne. Nous avons accueilli une équipe de militaires en provenance de Bujumbura. Ils avaient sur eux une liste de paye sur laquelle est mentionné qu'on a été payé chacun 1 700 000 francs burundais quand on était en Somalie en 2020. Certains parmi nous ont posé la question de savoir pourquoi ils sont contraints de signer alors qu'ils n'étaient pas en Somalie cette année-là. Et ils ont répondu que celui qui n'acceptera pas de signer se verra rayé de la liste des candidats au déploiement en Somalie. Ils nous ont même recommandé de signer pour ceux qui n'étaient pas sur place.
Pour ces militaires, c'est une honte pour une armée nationale d'apprendre que chaque militaire a été volé plus de 7 millions pour chaque mission qu'il a effectuée en Somalie. Il faut savoir qu'ils ne comprennent pas pourquoi l'état-major veut justifier ce montant confisqué, alors qu'il a même refusé de rembourser les $200 prélevés sur le salaire de chaque militaire en mission de maintien de la paix en Somalie, qu'ils ont réclamé depuis longtemps auprès des organes dirigeants du pays, à commencer par le président Feu Pierre Nkurunziza. Prenons qu'on a droit à ce montant d'1,7 million chaque mois. Est-il possible que tous les militaires en mission reçoivent la même somme? Non, je ne pense pas, parce que certains rentrent avant les autres. Il y a ceux qui ont 3 ou 5 jours de moins par rapport aux autres, ce qui explique qu'ils ne peuvent pas avoir le même montant. Ils ont refusé de nous remettre les $200 qu'ils ont prélevés injustement sur nos indemnités. Nous nous sommes adressés au président Feu Pierre Nkurunziza, au Parlement et aux différents ministres, mais personne n'a réagi. Nous ne comprenons pas donc pourquoi ils veulent justifier ce montant de plus de 7 millions qu'ils ont volé chaque année pour chaque militaire à mission. Ces militaires font savoir que personne ne reçoit au-delà de 13 millions d'indemnités par an, ce qui veut dire que s'ils toucheraient 1,7 million francs burundais chaque mois, comme le montre la liste de paie qu'ils sont contraints de signer. Chaque militaire aurait un salaire de 20 400 000 francs burundais pour chaque mission d'une année. Il demande au président de la République de s'impliquer afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Merci Onésime de Chinma, guidé en éducation. Certains élèves de la commune Mutimbuzi poursuivront leurs études dans les salles de classe du lycée Gatumba après que leurs établissements ont été inondés. La décision a été prise aujourd'hui au cours de la réunion des responsables de l'éducation dans cette commune de la province Bujumbura. Emile Nibasumba nous fait le point. Ce lundi, les autorités administratives et les responsables de l'éducation et les directeurs des écoles de la commune Mutimbuzi se sont réunis pour analyser la question des élèves qui ne vont plus à l'école à cause des inondations. Les élèves des zones Gatumba, Kinyinya et ses environs ont également été convoqués. Selon cet habitant de Gatumba, l'on a décidé que les élèves de l'ETS Gatumba et ceux de Warubondo vont désormais utiliser les salles de classe du lycée Gatumba à partir de 13h05. Nous n'avons pas encore su la décision prise en ce qui concerne les écoles primaires inondées, mais dans son communiqué, le directeur de l'éducation de la commune Mutimbuzi, Georges Nzeimana, a demandé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école, puisque selon lui, seul un petit effectif s'y rend actuellement, même dans les zones qui n'ont pas été touchées par les inondations observées depuis le mois d'avril. En économie, nouvelle pénurie du carburant dans différentes provinces du pays depuis une période allant d'une semaine à 2 semaines. Les habitants des provinces d'Ongozi, Gitega et ceux de la ville de Bujumbura indiquent que la vente du carburant ne dure plus qu'un laps de temps et finit dans les véhicules des autorités. Pourtant, la direction générale de la Régie des eaux avait promis que la question du carburant allait être résolue de façon durable. Eric Nyonzima. En province Ngozi, ils viennent de passer 2 semaines sans carburant de type essence. Ce samedi, indique nos sources, une seule station-service servait du carburant, mais seuls les véhicules des autorités ont été servis. Le carburant était disponible ce samedi sur la station-service de Mibo. Personne d'autre n'aura eu. Seules les hautes autorités administratives de la province ont été servies. Les autres personnes ont dû passer par le commissaire provincial ou par le gouverneur pour avoir l'essence. On dit que le carburant est réservé aux dirigeants. Ceux qui ne sont pas servis sur les stations-service tentent de s'approvisionner au marché noir. Un litre d'essence est vendu entre 8 000 et 10 000 francs burundais. La situation est similaire en province Gitega. Notre source de la capitale politique fait savoir qu'ils ne trouvent pas de carburant depuis déjà une semaine. Et sur le marché noir, une bouteille d'1,5 litre s'achète à un prix variant entre 12 000 et 15 000 francs burundais. Pourtant, le directeur général de la Régie des eaux avait dernièrement affirmé que le problème de manque de carburant allait enfin être résolu. Des millions de litres de carburant de type essence ont été importés, a annoncé ingénieur Albert Manigomba.
Dernièrement, nous avons eu un petit problème qui ne provenait pas de la régie des eaux, car le carburant, nous en avons en suffisance. Plus de 10 millions de litres, c'est vraiment beaucoup. Il y avait eu une mauvaise communication entre le BR côté Burundi et le BR côté tanzanien. Le BR tanzanien ne pouvait pas avoir la confirmation de ce que nous avons déclaré. À l'instant même où je parle, entre Dar es Salaam et Bujumbura, il y a plus de 80 camions d'essence en direction de Bujumbura. À Kobelo, 21 camions viennent d'entrer et d'autres sont encore derrière. Je voudrais donc rassurer les Burundais que personne ne soit obligé d'aller sur la file d'attente alors qu'il a une quantité d'essence suffisante pour demain, car je suis sûr que dès demain, beaucoup de stations-service serviront au carburant. Toutefois, jusqu'à présent, l'essence manque encore au pays. À Bujumbura, la capitale politique, des files d'attente se remarquent devant certaines stations-service. Il est regrettable que le pays connaisse une perturbation dans l'alimentation en courant électrique jusqu'à affecter le secteur de la santé. Réaction de Léon Sengedakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebo. C'est après les alertes de la population de la province Changuzo quant à la perturbation des activités à l'hôpital Changuzo au point que les malades sont renvoyés sans être soignés. Léon Sengedakumana précise que la problématique du courant électrique affecte tout le pays. Donc pour lui, c'est un autre signe qui vient confirmer que le Burundi est un des pays les plus pauvres au monde, comme ne cessent de le dire des experts en économie. Je vous propose d'écouter Léon Sengedakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebo. La problématique de l'électricité se pose non seulement dans la province de Changuzo, mais aussi à travers tout le pays. Particulièrement dans la capitale de Bujumbura, dit capitale économique du Burundi, l'électricité manque cruellement. Il y a des quartiers, il y a des habitations qui peuvent passer 2 jours, 3 jours, même au-delà, sans l'électricité. Ces groupes électrogènes qui remplacent l'électricité en cas de manquement, c'est aussi une question d'ordre national, c'est pas uniquement à Changuzo. Et ça se comprend parfaitement dans la mesure où le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas le premier et le deuxième, d'après les experts. Et quand un pays est pauvre, quand un pays est divisé, il connaît énormément de difficultés, il connaît énormément de problèmes, dont ceux de manque de l'électricité ou de manque de fonctionnement de ces groupes électrogènes. Ce qui est dommage, c'est que malheureusement, ce manque d'électricité, ce groupe électrogène de Changuzo qui ne fonctionne pas a entraîné la complication des vies humaines qui, par manque de soins médicaux, ont été renvoyés dans d'autres hôpitaux qui se trouvent un peu plus loin, et vous comprenez que durant tout ce trajet, le malade souffre énormément, la maladie s'aggrave et des fois même il y a un grand risque que le malade il perd sa vie. Ça c'est vraiment dommage. Alors, ce manque d'électricité, ce manque de moyens pour faire fonctionner ce groupe électrogène découle du fait que notre pays, comme je le disais, est un des pays les plus pauvres du monde, suite aux pratiques de corruption, de détournement des deniers publics et des malversations économiques et financières, à la mauvaise gouvernance. Pour Léon Sengedakumana, le Burundi ne sera sauvé que quand les Burundais auront rompu avec les mauvaises pratiques d'ethnisme, de corruption et de malversation économique. Encore une fois, Léon Sengedakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebo. Et pour faire face à ces manquements, à ces difficultés, particulièrement le manque de courant et du carburant, des faits ou des moyens de réparation de ces groupes électrogènes, il nous faut obligatoirement et impérativement faire face à ces pratiques que je viens d'énumérer lorsque nos partenaires nous conseillent de bien gouverner son pays, de pratiquer la bonne gouvernance démocratique et économique, pratiquer la bonne gouvernance administrative et sociale, de renoncer à la dictature, au verrouillage de l'espace politique, de renoncer à la manipulation de la justice et des corps de défense et de sécurité, entendez par là l'armée, la police et le service national de renseignement. Ce n'est pas parce que ces gens détestent le Burundi, ce n'est pas parce que ces gens détestent les institutions et les dirigeants burundais, c'est parce qu'ils nous aiment. C'est parce que ces gens nous aiment. Nous devrions alors être conséquents et penser
au développement de notre pays, renoncer au ghetto ethnique, renoncer à la manipulation de certains événements qui ont endeuillé notre pays comme le génocide. La manipulation du génocide dans ce pays est devenue une pratique malsaine. Nous devons nous concentrer sur le développement de notre pays, nous devons nous concentrer sur la réconciliation de notre pays et de cette manière, nous allons lutter contre la pauvreté, la misère, la faim, la maladie et avoir envie de développer, qui a de l'électricité, qui a du carburant, qui a tout ce qui contribue à la satisfaction des besoins fondamentaux ou des besoins élémentaires de la personne humaine. C'était Léonce Guedakoumana, vice-président du parti Sawanya Afro-Debout. Enfin, la remise et reprise a été faite ce lundi à l'école fondamentale de Murambi, commune Buganda, c'est dans la province Chibitoke. Désiré Ninganza, directeur sortant, a été obligé de céder la direction de cette école après plus de 3 semaines de résistance. Depuis donc ce lundi, la directrice de l'école fondamentale de Murambi est Nadine Maniragawa. Elle avait été nommée le 24 avril de cette année, mais le directeur sortant avait refusé de céder le bureau. Il bénéficiait du soutien des Imbonerakure de la localité. Jean-Paul Irangunda, directeur communal de l'enseignement, avait tenté plus de 4 fois d'organiser la remise et reprise, mais chaque fois qu'il arrivait à cette école, le directeur Désiré Ninganza fermait le bureau et partait. Et enfin, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés CBDH Vicar demande au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR et aux pays de la sous-région qui hébergent les réfugiés burundais de chercher le nœud du problème qui freine le rapatriement pour Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar. Ceux qui pensent que les Burundais ne rentrent pas parce qu'ils craignent la famine au pays se trompent. Pour lui, les Burundais mènent une vie plus dure dans les camps de réfugiés que celle qu'ils mèneraient au pays. Léopold Charangabo, vice-président de la coalition CBDH Vicar. Il semble que toutes les réunions tripartites tenues ignorent souvent la racine du problème qui empêche les réfugiés burundais de rentrer. Cette fois-ci, vous voyez que HCR décide d'augmenter l'argent pour les rapatrier. Quoi que les Burundais ne rentrent pas à cause de la famine qui est au pays. Mais ce n'est pas ça qui les empêche de rentrer. La racine du problème qui empêche les réfugiés burundais de rentrer est toujours là. Les actes de violation grave des droits de l'homme, l'impunité, la persécution des rapatriés. Il y a tant de Burundis qui rentrent, mais qui continuent d'être persécutés. Vous avez entendu l'impunité d'Imbonerakure et policiers qui ont tué et enlevé des réfugiés burundais qui rentrent au pays. Certains d'entre eux sont souvent accusés de rentrer avec les armes. Vous avez entendu la théorie d'un rapatrié à Kirundo, des emprisonnements à Muyinga, des enlèvements à Makamba et aussi à Rumonge. Il y a des Burundais qui rentrent, mais aussi qui retournent en exil de nouveau. Donc, pour que le HCR et le gouvernement du Burundi puissent gagner beaucoup de réfugiés qui rentrent, ils doivent nécessairement entrer en profondeur de la cause de l'exil. Voir qu'on peut faire, par exemple, dernièrement, les représentants des réfugiés burundais dans la sous-région avaient envoyé une note de plaidoyer au gouvernement du Burundi. À ce sujet-là, ce qu'on peut faire pour permettre aux réfugiés de rentrer en dignité, entre autres, dialogue inclusif entre les Burundais. C'est ce que nous aussi demandons toujours. Le dialogue politique, c'est là ce moyen qui facilitera tous les Burundais de rentrer, plutôt de penser que l'argent peut les inciter à rentrer. Et pour rappel, dans la 23e réunion de la commission tripartite tenue à Gitega du 10 au 12 mai, il a été constaté que le taux de rapatriement a fortement baissé. Ainsi, pour tenter de redynamiser le rapatriement volontaire, il a été décidé de revoir à la hausse le paquet retour. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza et excellente soirée chez vous.